On va peut-être passer au sujet technique parce que je vois qu'on est déjà à 1 h 30. Donc, Le sujet technique, ça va être plus de ton côté, étant donné bah, que tu es un spécialiste du domaine, hein, exactement, exactement. en train de te former. Moi, je vais arrêter mon stream. Oui, Ça va être de ton côté. voilà. Par contre, oui, moi, j'ai pas de, du coup, j'ai pas de capture d'écran ou quoi que ce soit. On va discuter comme ça, hein. Ouais, oui, j'ai pas travaillé. Ouais, je suis d'accord. Et Alors. encore, c'est pas ton qui ne travaille pas. Oui, bah oui, 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 tu vois, bah non, mais c'est que ouais, beaucoup de projets du côté d'Aspermind. Et voilà, on va pas s'en plaindre, hein. Ah, oui. Voilà. Donc on va parler de l'IA aujourd'hui, mon cher Jean-Yves. On va parler de l'IA autant générative et conversationnelle dans les jeux vidéo. Parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver là. Alors les Effectivement. réseaux de neurones, moi je vous le dis, ça fait 30 ans qu'on en parle dans le métier, hein. C'est pas nouveau, hein. Ce qui est nouveau, par contre, c'est qu'on ait les capacités de les entraîner de manière assez efficace. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Donc, alors, l'IA dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est vieux. Il faut pas non plus le confondre avec l'IA. Alors, par exemple, l'IA des ennemis dans Pac-Man. Voilà, ça n'a rien à voir. L'IA, à la base, dans les jeux vidéo, c'est juste un algorithme. Voilà, if, then, voilà. On vérifie des variables et puis ben, on agit en conséquence. Là, on parle plus du coup des réseaux de neurones. Alors moi, j'aime pas trop utiliser le terme IA pour les réseaux de neurones parce que je trouve que c'est très galvaudé. Les réseaux de neurones, c'est pas du tout intelligent. Et c'est dommage, tu vois, c'est un peu comme l'histoire du digital lorsqu'on parle de numérique. Ouais, ça sent le truc de Ouais. marketeux. Il veut tout dire et rien dire, effectivement. Voilà, voilà, voilà. Bah, moi, quand on me parle, quand on me dit je travaille dans le digital, je dis ah bon, tu fais quoi avec les doigts? Voilà, voilà, voilà. Il appuie sur un clavier, sur une souris, C'est un ça, pad. c'est ça. Mais ouais, on va parler de systèmes complexes qui sont capables de générer des dialogues, des scénarios et voire des mondes entiers. Et ça, c'est quelque chose qui est cool. Tu vois, par exemple, là, dans Skyrim, alors dans Skyrim, il y a les IA, bah, c'est des IA classiques qui suivent des scripts qui sont préprogrammés. Mais tu vois, là, il y a eu un mode qui permettait d'ajouter du conversationnel dans Skyrim. Effectivement. Qui était lié, je crois, à ChatGPT, et qui permettait Voilà, d'avoir des conversations. un modèle de langage comme ça. C'est ça. Et ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment une voie qu'il faut suivre parce que ça va vraiment changer la manière dont est faite l'immersion dans les jeux. Surtout dans les immersives. Les immersive sim, hein. Les immersive sims qui sont justement. Bah, le but, c'est l'immersion. Ça va être très intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors, Euh, je peux Vas-y. me tromper, Oui. mais je crois qu'effectivement, j'ai dû voir passer une information là-dessus, comme quoi Nvidia était en train de mettre en place un framework pour les jeux vidéo, effectivement, pour avoir ce type d'IA. Comme ils avaient fait finalement avec le Airworks, avec le Physics. Apparemment, ils feraient un framework en plus là-dessus. Mais je sais pas du tout ça en est. Alors oui, le problème avec l'IA générative, c'est que ça prend beaucoup de ressources processeurs. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on pourrait déporter sur une puce, comme on le fait beaucoup avec les cartes graphiques. Là, ça a commencé avec le décodage vidéo, puis il y a eu voilà, les Alors, clés de ce que j'ai d'accord, cru comprendre, etc. Oui.
De ce que j'ai cru comprendre chez Nvidia, ça serait carrément déporté sur leur serveur à eux. Donc ça serait encore sur des jeux Par contre, oui, un peu surconnectés, ça va poser des questions. Mais ça va poser des problèmes de bande passante aussi. Hmm. Parce que forcément, des millions de joueurs qui jouent en même temps et qui tirent de la bande passante, et ben on l'a vu, bah, rien que à la sortie de Diablo 4, hein, on parlait de Diablo tout à l'heure, bah voilà, encore une fois, ben c'était pas possible de jouer les premiers jours. C'est comme comme ça. avait fait Diablo 3, hein. Ouais, ouais, voilà, non mais oui, c'est qu'ils On s'en souvient, on sous-dimensionnent. était en formation. Oui, ah oui, ouais, 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 exactement, on avait joué à Diablo 3 à l'époque, ouais. Ouais. Enfin Et vous, pas moi. ah oui, ouais, exact. Mais j'avais vu les files d'attente. Oui, bah oui, mais ils sous-dimensionnent les serveurs parce qu'ils se disent que bah, déjà ça coûte cher. Je veux dire, les serveurs ça coûte cher. Et le truc c'est que vu que c'est par vague souvent que ça arrive, les joueurs, quand un jeu il sort, t'as une énorme vague qui arrive au moment de la sortie. Et d'ailleurs, tu vois, ça c'est un truc qu'ils sont en train de faire avec les accès un peu anticipés. Quand tu achètes une version premium d'un jeu, c'est aussi quelque chose dont on pourrait parler, et ben il te donne un espèce d'accès anticipé quelques jours avant. Et justement, ça Oui. sert à mitiger ça. Ça sert à lisser l'arrivée des joueurs sur le jeu. Parce qu'au Après, début, donc. aujourd'hui, ça devient difficile de scaler des serveurs, hein. L'argument, il tient moyen, hein. Comment ça? Enfin, maintenant. Oui. Aujourd'hui, on est capable de créer des serveurs à la volée en cas de charge, Oui, avec des serveurs pilotés par, comment ça s'appelle? Avec des containers, avec des choses dans le genre. ah, Et mais une fois que ouais. les machines ont plus la charge, les conteneurs sont capables d'être détruits automatiquement. Oui, C'est puis quelque on chose que fait du m'avait load, parlé, on fait du load c'est quelque chose balancing, etc. que m'avait montré Fred, hein, justement, avec Kubernetes. Alors Oui. peut-être que dans le jeu vidéo c'est plus compliqué, Non. je pense pas. Non, 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 c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est des containers que tu fous sur Kubernetes, c'est ça, hein. Mais c'est le truc, c'est que ça coûte du pognon. Beaucoup de Vraiment. bandes passantes, beaucoup de charges serveurs, ça coûte cher. Et donc, eh ben, bah, et vu que c'est en fait les serveurs, ils vont être très sollicités pendant les premières heures, et qu'ensuite la Ah courbe ouais, des moi, ça va être une joueurs, pente descendante, hein. ça va être une pente descendante. Mais de toute façon, on le voit dans tous les jeux. Mhm. T'as une pente descendante et puis après, c'est plus nécessaire de mettre ce prix. Du coup, voilà. Ouais, jusqu'à la sortie de l'extension. Exactement. Exactement. Mais déjà, je sais ils ont tendance à surdimensionner au premier jour, mais par rapport à la traîne longue, mais il y a toujours, enfin, ils mettent pas assez. Ils mettent pas Après, ils assez. surdimensionnent beaucoup en Amérique du Nord, hein, parce qu'ils ont peur des, ils ont peur Oui, des plaintes, des actions de groupe qui n'existent pas exactement. spécialement chez nous. Enfin, Ouais, ça existe, mais c'est très compliqué. les class Mais actions, ouais. peut-être qu'on aura ça avec l'IA, effectivement. Si l'IA commence à être déportée de cette façon-là, on aura ce problème-là. Mm. Donc oui, cette nouvelle technologie, elle va changer la donne sur pas mal de trucs. Alors, j'en vois déjà, tu vois, qui viennent, ouais, l'IA, ça va nous remplacer, etc. J'ai envie de dire, tu vois, quand il y a le marteau qui est arrivé, bah, les charpentiers, ils ont pas disparu. Ils Euh, ont travaillé plus c- vite. exactement, exactement. Il y en a peut-être eu besoin de moins. Mais du coup, il a fallu des gens pour fabriquer les marteaux. Effectivement. Euh, oui, bah oui, ça s'est toujours déporté. C'est comme ça, toujours avec le progrès. Tu vois, par exemple, il y a un siècle, il n'y avait pas encore d'électricité. C'est arrivé il y a un siècle, l'électricité, ouais, début des années 1910. Donc, dans les rues, eh ben, il n'y avait pas de lampadaires. Il y avait des lampes à huile. Il fallait des gens pour allumer les lampes à huile. Exact. Quand l'électricité est arrivée et qu'il y a eu les lampadaires, bah, il n'y avait plus besoin de lampes à huile.
Et donc, il n'y avait plus besoin des gens pour les allumer. Mais par contre, il a fallu des gens pour fabriquer les lampadaires, pour les vendre, pour les poser, pour les entretenir. Ça a créé plein de métiers. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il faut pas s'inquiéter trop pour ça. Et au contraire, l'IA, c'est quelque chose, c'est un train dans lequel il faut sauter, j'ai envie de dire. Alors je dirais, bon ça c'est ma vision des choses, hein, Oui, attention, ça bien vaut ce que sûr. ça vaut. Et puis, Euh, alors, ce que j'ai dit je, là, c'est mon point de vue, hein. mm, On est d'accord. Moi je pense que alors l'IA va effectivement va changer beaucoup de choses, va être un outil de production incroyable, que ce soit pour moi en tant que développeur, peut-être vous quand vous allez utiliser votre voiture, étant donné que vous aurez peut-être des systèmes anti-collision qui seront basés dessus. Vous le verrez pas, mais ça va peut-être vous sauver la vie. Par contre, là où j'aurais tendance à dire aux gens de faire attention, bah, c'est comme avec les réseaux sociaux, c'est comme avec les smartphones, c'est comme avec un GPS. L'important, c'est de ne pas en être dépendant. Il faut garder son esprit critique là-dessus. Avoir un GPS, ça ne vous dispensera pas d'apprendre à lire une carte. Ça ne vous dispensera pas non plus, quand vous allez sur une application de rencontre, de savoir dire bonjour à quelqu'un dans la rue, si vous êtes perdu. Donc, l'IA là-dessus, moi j'entends beaucoup de choses. Je suis beaucoup de spécialistes dans le domaine, hein, et même d'autres personnes qui sont moins spécialistes, hein. Des personnes qui ont créé vraiment des petits bots pour répondre à leurs mails ou pour gérer des files d'attente, des choses dans le genre. Je sais plus le nom que ça a exactement, mais ces espèces de petits bots qu'on peut programmer, notamment sur ChatGPT, mais c'est quelque chose effectivement qui peut nous vider l'esprit en fait, pour des tâches qui nous prennent beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mais je pense que l'erreur, ça serait de penser que l'IA sera là pour faire notre travail. Au contraire, hein. Je pense qu'il faut la voir comme quelque chose qui vous permettra d'enlever tous les petits parasites dont vous n'avez pas besoin. Tous les matins, quand vous arrivez, moi c'était mon cas en tout cas jusqu'à récemment, j'avais une trentaine de mails en arrivant dans ma boîte. Et sur ces 30 mails, hein, eh ben, alors ça c'était spécifique un peu à ma boîte, on mettait tout le monde en copie. Oui. Si bien que bah, quand quelqu'un répondait, Ah, ben, ça pouvait couper la conversation en plusieurs flux, c'était une catastrophe. oui, oui, j'ai connu ça, oui. Donc en réalité, vous aviez peut-être qu'un seul problème, hein, mais vous avez 30 mails. Et qui se répondent pas forcément, ou les gens s'engueulent, ou bah, tout simplement juste faire une réunion avec les 3-4 personnes impliquées, les vrais impliqués, plutôt que mettre tous les responsables qui en ont rien à faire, qui leur fait perdre leur temps, Mm, mm, mm. ça va vachement plus vite. Et effectivement, avoir une tâche pilotée par IA capable de faire ça, qui va vous permettre de vous aider à gérer les conflits, qui va vous permettre de répondre rapidement, ben, effectivement, au lieu de perdre peut-être 1 heure pour gérer ça, vous allez peut-être passer que 5 minutes à le faire. C'est ça. Et ces 55 minutes que vous avez gagnées, ben, peut-être que ça va vous laisser plus de temps pour réfléchir à un projet plus complexe. Nous, on fait beaucoup d'algorithmie, mais ça peut être pas forcément que ça. Vous pouvez être parent, c'est peut-être 1 heure que vous allez pouvoir débloquer pour s'occuper de votre enfant ou planifier vos vacances. Parce que quelquefois, quand on sait que nos vacances vont arriver, on le sait, on est moins productif au travail. Mais, euh, mais voilà, il faut apprendre à vivre avec ces outils-là, mais pas être dépendant de ces outils-là. Mm. Bah, comme tu le sais, chez nous à Spermind, on est en train de développer Tali, qui va être Mhm. notre Jarvis. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est passionnant comme aventure. Mais voilà, ça va remplacer personne et on aura toujours besoin de développeurs, hein. C'est surtout une source d'inspiration, j'ai envie de dire. Souvent, tu passes un temps fou à, à imaginer des trucs, voilà. Et alors, l'imagination, c'est bien, hein, il en faut, hein, c'est clair. Mais tu vois, il y a des tâches où on pourrait d'y passer trop de temps. Et en plus, ça, c'est du temps qu'on peut utiliser pour empêcher qu'il y ait des bugs, pour
Voilà, c'est du Alors, temps. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, bah, ça peut être employé à plein de choses. Et alors pour moi, le vrai intérêt que je vois dans les IA, en tout cas, qui sont là pour nous aider à produire du code, hein, oui. alors attention, ça peut Ah, être vu ouais. de deux façons. Oui, attention. Il peut y avoir deux façons de faire. Hmm. Soit on part du principe que ça nous permettra de standardiser un peu les habitudes de développement. Et ça, c'est une bonne chose, hein, notamment dans des grandes entreprises et sur des très grands projets. Parce que ça serait chiant quand même d'avoir 50 façons de coder par employé. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais tu as vu dans Visual Studio comment ils ont implanté l'IA? J'ai pas regardé sur Visual Studio, je l'ai vu sur PHP Storm, hein, Ah, mais bah, pas sur Visual Studio. c'est vachement intéressant. Sous Visual Studio, tu vois, il y a IntelliSense que tu connais, Oui. et ils ont rajouté de l'IA là-dedans. Et le truc, eh ben, en fait, tu commences à programmer, et le truc, il te propose, Il est il te capable de propose te une proposer des suite. choses. Ouais, il voit ce que tu es en train de faire. Et puis, bah, il te propose des trucs, et parfois, c'est des choses qui sont plus optimisées que si tu les avais fait toi-même. Et Bah, c'est pour là où ça, je trouve c'est très sympa. l'IA très intéressante, effectivement. Oui, D'où ce que j'appelle standardisation. oui. Maintenant, là où cette standardisation peut être dangereuse, hein, ça veut dire qu'on va peut-être pas aller chercher plus loin, où on va La, perdre ce côté innovation. la perte des savoirs, ça, c'est quelque La chose perte qu'on des va. savoirs, c'est un vrai sujet, effectivement. C'est quelque chose qu'on va aborder, ouais. Ouais, ouais, ouais. La perte des savoirs, ça, c'est très grave. Alors, en fait, je vous explique vite fait. Le truc, c'est que on le voit tous dans la vie de tous les jours, pas que les développeurs, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de métiers. Les métiers se sont simplifiés avec l'arrivée de l'informatique. Ça s'est beaucoup simplifié. On fait toujours des process qui sont de plus en plus simples, de plus en plus rapides, qui demandent des gens de moins en moins qualifiés pour les faire tourner. Et du coup, alors certes, ça permet d'aller plus vite, ça permet de réduire les coûts, mais il en résulte une perte des savoirs. Et la perte des savoirs, ça c'est un gros problème. Alors moi, comme tu le sais, j'ai travaillé dans une banque, dans un groupe bancaire qui est très connu, avec un petit écureuil, on va pas donner le nom. Et donc, ils ont un gros problème, c'est que dans ce qu'on appelle les vaults, c'est-à-dire là où sont stockées les données des comptes bancaires. Ce sont des endroits qui sont gardés secrets, etc. Bien sûr, voilà, je vais rien dévoiler là-dessus. Sécurité, bien entendu. Voilà. Et donc, alors, je peux pas vous dire grand-chose, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très embêtés parce qu'ils ont un problème de retard technologique. Alors, ce retard technologique, il est dû à quelque chose qui est très simple, c'est que les infrastructures bancaires, il faut que ce soit extrêmement rapide. Voilà. Et pour le moment, eh ben, on n'a rien trouvé de plus rapide que les bonnes vieilles technologies des années 50 où t'as l'information qui passe direct au processeur et qui en ressort et qui est développée en assembleur comme on en a parlé tout à l'heure avec les Amstrad, Comme le etc. COBOL qu'on connaissait Le sur COBOL, d'autres banques. le COBOL, Les AS400, voilà, voilà. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont donc des vieux ordinateurs. Alors, quand on est là-dedans, t'as vu John Wick? Ah, j'en ai vu qu'un seul, mais Mais t'as vu les gens de la grande table là, qui ont des tatouages et des piercings de partout, et qui travaillent je sur me des souviens pas. Commodore 64 pour, tu Oh, vois, compte créditeur, et puis tu vois, pour mettre une prime sur quelqu'un. Et puis ils sont mhm. tous là sur des Commodore 64. Le truc, c'est que un Commodore 64, c'est pas con parce que c'est pas piratable. Et pour traiter de la donnée pure, c'est très rapide et très efficace. Et donc voilà, donc dans les banques, ils ont un petit peu le même problème, c'est qu'ils ont du très vieux matos et des gens qui savaient
utiliser ce matos, le maintenir, le programmer, etc., et ben ils sont tous partis à la retraite. Du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il aurait fallu former des gens en interne, hein. Ah, mais ils le font, crois-moi, et puis ils y mettent les moyens, hein. Moi, j'ai vu partir des avions entiers à Lyon pour former des jeunes. Le problème, c'est que les jeunes, ils n'ont pas spécialement envie d'apprendre à faire du COBOL et de l'assembleur. Ah, surtout quand on parle de langages de programmation qui sont Bas niveau. pas si productifs en termes de développement, en fait. Bah effectivement, oui, Quand il effectivement, faut une heure pour faire une fonction, alors que c'est quelque chose qu'on fait en 10 minutes, même en voire deux, moins. ouais, en 2 minutes, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah Je oui. peux comprendre que ça puisse avoir un côté épuisant, en fait. Oui, et puis Maintenant, alors, il faut des connaissances. Je veux te dire, il faut savoir comment fonctionne une stack mémoire, hein. Et tu vois, il là, y on n'aura a... pas de documentation sur Google non plus, quoi, donc Non, ou assez non, peu. non, effectivement. Effectivement, tu vois, regarde, à la fin du mois, là, je vais aller voir des amis qui sont de la scène Amstrad CPC, qui existe Mhm. toujours, la scène des demo makers Amstrad CPC. Et ces mecs-là, ils font des trucs de fou. Et donc, ils bossent en assembleur et ils repoussent sans arrêt les limites de la machine. Ils font des trucs d'une optimisation qui est absolument folle. Mais Et c'est peut-être là que l'IA peut être intéressante. Peut-être que l'IA sera à même d'aider des développements ou même tout simplement effectivement, convertir, hein, et ben, des langages tu as là-dedans. pré-shot là où j'allais arriver Ah, aujourd'hui. désolé. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Tu fais une parfaite transition pour le coup, parce que là, j'allais partir dans des parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses. Tu me connais, donc c'est très bien que tu me ramènes. Donc oui, donc effectivement, ouais, l'IA pourrait être très intéressante pour justement remplacer les savoirs qui se perdent, parce qu'on en était là, oui. Non. Il Donc faudra quand même malgré tout des experts, étant donné qu'on met pas un code en production quand on ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, en théorie. oui, mais de toute façon, les savoirs qui se perdent, c'est un gros problème, même à l'échelle géopolitique. Je veux dire, tu peux pas laisser certains savoirs être juste entre les mains de quelques personnes à Shenzhen en Chine. Bah, de Euh, toute façon, moi, je le vois dans le jeu vidéo, hein, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais je pense que tu as entendu parler d'une simulation aérienne qui s'appelle Falcon 4, mhm, bien qui sûr. était une simulation de F-16. Ah, d'ailleurs, Déjà, à ma connaissance, on n'a pas encore fait mieux, hein. alors, il y a des CS qui se défend, mais qui se basent sur autre chose. Falcon 4 avait été développé d'abord en tant que théâtre d'opération, et après, ils ont intégré la simulation aérienne. DSS fait l'inverse. Ils ont d'abord développé la simulation pour après ensuite faire les théâtres d'opération. Exactement. Déjà à l'époque, donc on doit parler de 97 je pense, 96 ou 97, les gars du studio avaient dit que jamais on fait un jeu vidéo comme ça et qu'on ferait plus jamais un jeu vidéo comme ça. Autant dire que les gars ont été visionnaires en disant ça. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que heureusement qu'il y a une communauté de modeurs qui Oui. a créé BMS, Mhm. qui est capable encore d'exploiter ça. Mais ce côté aussi pointu, aussi vaste, aussi large, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Parce que ça coûte trop cher, parce que ça prend trop de temps, parce que tout doit sortir très vite hein, de nos jours, malheureusement. Parce que c'est difficile à débugger, parce qu'il faut des personnes capables de le faire, donc des personnes qui savent se faire payer aujourd'hui, et qui sont pas gratuites du coup. Non. Ah bah, Et nous, puis, les ingés, quand on nous demande nos prétentions salariales et que on sort des gros chiffres, bah, oui, bah, désolé, mais les savoirs, ça se paye. Et moi je suis pas un G, mais et j'aurais pas oui, encore le niveau, mais ouais.
Ouais, Mais oui, forcément. ne te sous-estime pas, Jean-Yves. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je sais que je peux demander des salaires qui pourraient être considérés comme indécents pour beaucoup. Mais à côté de ça, effectivement, on est capable de faire des heures. Et puis on fait des choses que beaucoup de gens ne voudraient pas faire, hein, tout simplement. Et bien souvent, on les compte Donc, pas, les heures. Mm. Tu viens de le rappeler. donc enfin, moi, je sais que je sors malheureusement d'une période un peu compliquée où même en vacances, ben, c'était boulot. Mhm. Même en week-end, c'était boulot. Bon, bah voilà, ça fait partie du jeu, hein. Ce métier n'est pas fait pour tout le monde déjà, et choisissez bien votre entreprise si vous décidez de travailler dedans. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes là-dessus, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Choisissez bien aussi votre activité. Moi, je connais quelqu'un là qui travaille en banque, hein. Je peux vous dire qu'il fait 16 heures, il fait pas plus, et il fait un salaire que j'ai jamais eu, hein, donc Après, il faut par contre, pour savoir. entrer en banque, faut un niveau, hein. Oui. Ouais, tu rentres pas n'importe. Tu rentres pas comme ça dans les banques, c'est clair. Et il faut un certain âge aussi. Mais, C'est difficile passer un certain âge. mais j'ai envie de te dire aussi que les gens qui font leurs horaires et puis c'est tout, ils sont pas bien vus du tout. Voilà. Je vais pas rebondir sur cette parenthèse parce Mhm. qu'après on rentre dans des considérations qui sont Ouais. autres. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Moi, je suis plus du genre à dire que tout travail mérite un salaire Oui, décent. oui, Si on fait plus, obtenir plus, je trouve ça normal. oui. Si on fait le travail qui est demandé, on ne devrait pas être considéré comme un mauvais employé. Sauf qu'aujourd'hui, on en est là. Dans le code, en tout cas, hein, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. Euh, Moi, en faisant des semaines de plus de 80 heures, parce que c'est le cas, hein. Quand j'ai commencé à faire 80 heures par semaine, où on m'a dit non, tu travailles pas assez. Bon, bah voilà. Mais bon, peut-être que les IA permettront de bosser moins, hein. On va espérer. Ouais. Ou bosser mieux, en tout cas. Et puis, en tant que patron, j'appuie totalement ce que tu dis, hein. Voilà. On va peut-être revenir à notre IA. Ça serait bien. C'est ça, c'est pour ça. Je me dis Pardon, peut-être que les IA va nous aider, hein. Oui, bah oui, 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 oui. Et donc, alors, on va parler, dans un premier temps, on va parler d'IA conversationnelle, qui est donc un truc qui est très intéressant là-dedans. Alors, je vous explique. En fait, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du mode pour Skyrim. C'est tout à fait ça. Alors, on va prendre, par exemple, bah, je vois derrière moi, là, j'ai la figurine Cyberpunk. Alors, on va prendre Cyberpunk, qui est un immersive sim. Alors, imaginons que dans Cyberpunk, voilà, on a un personnage, il s'appelle Jean-Yves. D'accord. C'est un corpo qui travaille pour Arasaka. Et Eh puis, ben, voilà, en fait, on va mettre ça dans son IA. Dans son... En fait, ça fonctionne avec des prompts, une IA. J'ai peut-être été un petit peu trop vite. Je vous explique, en fait, lorsqu'on travaille avec une IA, on lui donne ce qu'on appelle un prompt, qui est en fait une phrase qui explique le contexte et ce qu'on le demande à l'IA. Et donc, lorsqu'on fait ce prompt, il y a aussi, si vous allez sur ChatGPT, il y a aussi ce qu'on appelle un pré-prompt, qui se trouve avant le prompt. Et ça permet de donner un cadre à l'IA. Par exemple, si vous allez demander à ChatGPT quels étaient les avantages des petits bonhommes qu'on avait il y a 50 ans, là, qui étaient tout raides et qui marchaient avec des bottes qui faisaient du bruit, elle va pas te répondre, elle va te dire s'il te plaît, hein, voilà. Et des pré-prompts, ils servent à ça, à donner un cadre et des limites. Euh, et donc, imaginons que dans Cyberpunk, on a donc, alors, en pré-prompt, ce personnage, il va avoir donc, voilà, il travaille pour Arasaka, et que, là, il est bien embêté là parce qu'il y a un gars de chez Militech qui lui a piqué une valise avec des technologies très importantes, militaires, et donc il a besoin du joueur pour l'aider à le retrouver.
Et donc voilà, alors ça, cette IA conversationnelle, elle permettrait de discuter avec le PNJ de manière totalement naturelle et donc d'avoir un niveau d'immersion qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici. Et c'est très L'intérêt, ça très serait de intéressant. définir un périmètre de conversation, du coup. Exactement. Voilà, en fait, tu lui définis un périmètre et tu lui demandes de pas sortir de son personnage parce que alors ça, c'est un problème qu'on a un petit peu avec les IA. C'est qu'elles ont tendance à halluciner un petit peu et à sortir de leur cadre. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'IA, enfin, voilà, euh, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des tokens. Donc, euh, un modèle de langage, il y a des limitations, forcément, parce que sinon ça moulinerait pendant des heures quand tu lui poses une question. Donc, il y a des limitations en nombre de mots que tu vas lui donner en prompt et en pré-prompt. Parce que sur le chat GPT, tu vois, la limite du prompt que tu peux faire, ah, ça s'est amélioré vachement avec les dernières versions, mais dans les premières versions, je me rappelle, tu pouvais pas aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'un tweet euh, au niveau prompt. Mais c'est parce qu'avant ça, tu avais un pré-prompt qui était absolument énorme, justement pour cadrer. Donc, euh, ce qui est... Merde, j'en étais où? Excuse-moi. Tu parlais de pré-prompt, qui Ouais, était trop grand. ouais, le système de Et l'idée token. était de donner un cadre. Ouais, le Voilà. système de token, voilà. Donc on est limité avec le système de token. Mais donc, alors là, ce qui est là, par contre, les choses s'améliorent. Comme tu as dit tout à l'heure, il y en a comme Nvidia qui vont proposer des services et certainement du matériel qui vont permettre d'améliorer, de pré-mâcher pas mal de travail et donc de rendre ça accessible dans le jeu vidéo. Et c'est très cool. Du coup, Faut- ça éviterait ce mode de Skyrim qui arrive à nous sortir des trucs hors contexte, hein. Exactement, exactement. On pourrait C'est demander à un personnage de Skyrim qu'est-ce que c'est que l'électricité et il va nous répondre. absolument. Ah, il faut imaginer aussi le travail que ça va représenter, hein. Parce que faire des pré-prompts pour chaque personnage, ça veut dire qu'il va falloir lui faire un background qui soit solide à chaque personnage, hein, avec lequel on va pouvoir interagir. Lui décrire le monde dans lequel il vit, lui décrire qui il est, ce que représente le joueur pour lui. Tout ça, c'est absolument énorme comme travail. Et donc, ça va apporter beaucoup de boulot. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour justement les craintes qu'il y a avec l'arrivée de l'IA au niveau de l'emploi. Il va y avoir du taf, hein. C'est une vraie question, hein. Eh oui. Donc, est-ce que tu as des questions sur cette partie-là, sur l'aspect IA conversationnel? Pas spécialement, parce que dans mon cas, alors, moi je fais partie de ces experts un peu techniques, donc Après, tu je peux me suis aussi jouer intéressé, l'avocat du diable, hein. effectivement. Hmm. Mais bon, moi j'ai passé beaucoup de temps après sur un logiciel qui s'appelle LM Studio, qui est ouvert à tout le monde. Prévoyez des grosses machines si vous voulez utiliser ça quand même. Euh, du genre 32 Go de RAM, gros processeur. Et idéalement, une carte graphique avec beaucoup de VRAM. Euh, Là-dessus, on peut utiliser donc globalement ces fameux modèles de données IA sur lesquels on peut faire nos pré-prompts, sur lesquels on peut faire des prompts de données énormes. Personnellement, moi j'aime bien utiliser ça pour essayer de voir les limites d'un tel système, hein. Mais potentiellement, si ça intéresse quelqu'un, bah attendez, je vais partager mon écran, ça va parler à plus de monde. Ouais. Alors, Qu'est-ce que c'est que LM Studio? Ça va être vraiment très rapide, hein. Donc là, bah, c'est un logiciel que je connais, qui m'a été présenté par un de mes anciens collègues dans ma boîte précédente, qui s'appelle LM Studio.
Donc c'est un projet qui est open source, hein, sur lequel vous pouvez télécharger des langages de données. Par définition, c'est pas grand chose de plus que ça, hein. Vous pouvez chercher directement des langages qui sont pré-compilés. Et à partir de là, je vais en télécharger un léger, hein. Un truc un peu léger. On a quoi? On doit avoir du Mixtral à un endroit, étant donné que ça tourne plutôt bien. Llama, Figema, Starling. Ça, c'est des noms que tu as dû entendre dans ton coin. Ah oui. Voilà, Oui, et ça puis c'est un petit. je connais ton outil. Donc voilà, bon, ça c'est un petit modèle, hein, de 4 Go. Il y en a qui font beaucoup plus. Oh oui. Moi, l'avantage des petits modèles, c'est que je peux les charger entièrement dans ma carte graphique. Sachant que j'ai une carte graphique avec beaucoup de mémoire vidéo. On va attendre, il n'y en a pas pour très longtemps. Et après, on a notre fameux chat. Ça, justement, c'était un petit souvenir quand je travaillais sous Silius, qui est une base Symfony. Alors, Euh, je vais juste mettre une petite parenthèse, c'est que oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que les modèles de langage ainsi que tous les autres modèles d'IA fonctionnent à partir d'un dataset. Le Exact. dataset, c'est une source de données dont la provenance est plus ou moins éthique. C'est ça. Pour Tali, on va peut-être pas parler du scrapping de Non, Wikipédia. effectivement, Ouh là 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 là, ça glisse. On va couper ça au ça montage. glisse. Donc voilà. Alors, donc vas-y. Désolé. Donc, toi qui parlais justement de pré-prompt, on en a là. Là, je vais tout charger dans ma carte graphique. Je vais voir ce que je peux faire de plus. Ok. Du coup, en pré-prompt, ça va être tout simple. On va lui dire de parler en français et on va lui dire que je suis un développeur PHP. Et à partir de là, je vais lui poser la question. Hop. Donc, effectivement, le fameux nombre de tokens, c'est ce dont tu nous parlais. Oui. Moi, je peux le faire parce que j'ai 32 Go de RAM. Voilà, 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 voilà. Normalement, on est bon. Et si on lui dit bonjour, j'ai besoin de faire un système d'authentification sous Symfony, par exemple. On a bien le fait qu'on est en français et qu'on est des développeurs. Ouais. Sous PHP. Donc il va être capable de connaître Symfony. On peut même lui donner une version. Si le dataset avec lequel il a été entraîné contient masse d'infos sur le PHP. Et là, qu'est-ce qui nous arrive? Il est capable de nous créer l'application Symfony, de nous sortir le Security Bundle et de nous créer carrément un formulaire. Et il a tout l'intérêt après de ces langages-là, vu que tu parlais de conversationnel, c'est de lui demander éventuellement de modifier quelque chose que toi tu ne trouves pas intéressante de ce côté-là. Exactement. Donc on va le laisser finir. Alors ça va aussi vite parce que c'est une carte graphique qui est derrière, hein. Sur une machine un peu moins véloce, ça irait pas aussi vite que ça, hein. Je préviens. Oui. On m'a déjà demandé comment ça se fait que ChatGPT Il met allait si pas. vite. Non, 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 qui te met pas le texte d'un coup en fait, quand tu lui poses une question. Ah, il le génère, hein, tout simplement, hein. Mais oui, oui, oui. Et c'est très coûteux. Exact. Parce que c'est des charges graphiques, hein, tout simplement. Oui. Ah, comme on vous Et si disait maintenant, tout à l'heure, voilà, les machines qui servaient à miner de l'Ethereum il y a quelques années, bah maintenant elles servent à ça. si je lui dis, en fait, je ne suis pas sous Symfony. Symfony, je dois faire l'équivalent en PHP natif. Alors, ce qui est dommage, c'est que les gens qui nous écoutent sous Spotify, eh ben, ils voient pas ce que, ils voient pas ce que. L'important, c'est surtout de montrer ce côté adapté
adaptabilité des IA, on peut leur sortir le contexte, on peut leur demander de faire autrement, ou de préciser finalement quelque chose qui est trop vague. Ouais. Alors là, par contre, là, ça va le faire mouliner. Ah oui, oui. Là, tu lui Parce que demandes là, en on sort de fait, Symfony. exactement, et tu lui demandes de reconfigurer un peu tous les paramètres qu'il avait fait de base. C'est ça. Alors qu'avant, il avait pu s'entraîner sur quelque chose de plus limité. Et il fait que 4 gigas ton dataset là? Celui-là fait que 4 Go, oui, c'est un petit. Ouais. Donc c'est possible même qu'il le sorte même pas. Eh, ouais, parce que ça doit être assez limité quand même, 4 gigas. Eh ben, il s'en sort pas si mal. Eh bah oui. Sachant qu'on lui demande de parler un langage qui est pas forcément le sien de base. Oui. Et pour l'instant, je vois pas non plus d'erreur spéciale. Session destroy. Bon, là, on est sur des choses. Ah si, il va nous sortir du code. Je pensais pas. Alors c'est possible aussi parce que j'ai mis un max de tokens. Hein. Ouais. Ah oui. Parce qu'il aurait pas pu aller aussi loin sinon, je pense. Eh bah si, comme tu vois, il s'en est sorti. Donc c'est là tout l'intérêt finalement de ces IA. Alors là, pour l'instant, effectivement, on est sur quelque chose de très classique, de très simple finalement, parce que le code c'est très mathématique, donc les IA sont capables de le sortir. Mais on est sur les débuts de cette conversation. Et ça, c'est quand même une grosse avancée. Donc oui, on peut essayer on peut essayer aussi de lui demander de faire une blague de dev. Hein. Ah oui, vas-y. Je t'en prie. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Hein. J'essaye de faire des efforts. Parce que sinon une IA sur une faute d'orthographe, elle peut ne pas aimer. Effectivement. Est-ce que c'est validé pour toi? Pourquoi est-ce que les programmeurs aiment-ils travailler dans le noir? Je valide. Parce qu'ils préfèrent les dark modes. Je valide totalement. C'est totalement vrai. Et ah, le niveau est un peu carambar, mais c'est très bien. C'est très bien. Voilà. C'est Ça veut dire que validé. cette IA, malgré ses 4 Go, ce qui est pas énorme pour un dataset, Mhm. a réussi à nous faire de l'humour. Et elle comprend ce que c'est une blague, etc. En plus de savoir développer en PHP. C'est ça. Donc elle a fait une blague de développeur, effectivement. Bravo. Donc voilà tout l'intérêt d'une IA conversationnelle. Et si on lui dit juste une blague, histoire de sortir un peu du contexte, et c'est là où on va un peu plus loin, pourquoi les poules ne peuvent pas utiliser de calculette? Parce qu'il leur manque un doigt. Digit en anglais veut dire aussi chiffre et doigt. Je suis désolé, je n'ai pas pu résister à une blague informatique, en voici une autre. Quel est le meilleur moment de la journée pour un développeur? 10h17 ou 22h43. Vous savez bien, c'est l'heure des bug fixes. Mais tu vois, n'empêche, elle est restée dans le développement. Elle est restée dans son contexte parce que le pré-prompt, à mon avis, reste Oui, toujours sur un développeur PHP. exactement. Après, on pourrait essayer de la faire sortir. Mhm. Ouais, mais tu vas pas pouvoir aller beaucoup plus loin, je pense. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Jean-Yves, il est en train de marquer comme prompt: je me suis fait licencier hier, je ne suis plus développeur, fais-moi une nouvelle blague. On va voir si elle est capable de sortir de son pré-prompt. Non, elle reste coincée dedans. Eh oui, ouais, non, mais ouais, elle reste dans les blagues d'informaticiens. Je suis désolé d'apprendre cela, je vais essayer de vous remonter le moral avec une blague. Pourquoi les informaticiens aiment-ils dormir sous leur bureau? Parce qu'il y a plein de logiciels dessous. Les logiciels peuvent se prononcer en anglais comme logis et ressembler au mot bugs qui veut dire bug. Je vous souhaite bon courage pour la suite, je sais que c'est une période difficile à traverser. Et en plus, ça fait de la psychologie. Oui, en plus, elle est psy, c'est bien, très bien. Ils ont fait un bon boulot, hein. Oui, 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 ouais, ouais. Hmm. Parce que sur un petit set, pas Ah, mal. d'ailleurs, on va essayer d'avoir des invités dans l'émission. Mhm. Et donc, si vous êtes dans le métier ou que vous avez des expériences à partager, etc., n'hésitez pas à venir nous parler, nous envoyer un petit mail à contact@aspermine.com. Voilà, et puis on verra ça. Déjà, j'ai parlé à quelques gars du métier. Euh, alors, je vais pas citer les boîtes pour le coup parce que je veux pas les mettre dans l'embarras. Mais donc justement, bah, ils attendent de voir ce que ça va donner le premier épisode. Et donc, ce qui est tout à fait normal.
Et puis, ouais, ils pourront venir avec nous pour nous parler de leur métier. Bah, ils seront les bienvenus. Totalement. Donc voilà, fini de parler un peu de blagues, Ouais, d'IA. et de l'IA conversationnelle. On a fait Pour beaucoup. l'instant, elle a fait pas mal, hein. Je trouve Ouais. qu'elle s'en est même sortie mieux que ce que je pensais. En tout cas, on a fait C'est beaucoup plus long que ce que je pensais faire, mais écoute, c'est normal. du coup, On essuie les plâtres, hein, c'est le premier épisode, les gars. Ok. mm. Donc je vais Donc, te laisser la main. Je vais voilà. couper mon stream de ce côté-là. Alors, l'IA générative, c'est pas que de l'IA conversationnelle. Par exemple, on peut imaginer faire des designs par IA et puis même générer des mondes de manière procédurale. Alors, le procédural, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, hein. Minecraft, Diablo, le premier Le premier Diablo, Diablo, oui. tout à fait, c'était Même déjà le du 2, mais Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, déjà, dès l'époque du premier Diablo, on faisait déjà du procédural. Et puis on en a fait même avant. je Donc, me souviens de Labyrinthe, Labyrinthe Master, je crois, sur TO7. oui, exactement. Choisissez la taille du carré et il te crée des machins. On peut aussi citer NetHack, Dwarf Fortress, etc. Voilà, qui Exact. sont faits de manière procédurale. Et donc, alors, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter une IA dans ces cas-là? C'est très intéressant. Parce que là, à l'heure actuelle, un monde procédural, comment c'est fait? Eh bien, en fait, c'est un algorithme, hein, c'est tout bête. Et on explique, en fait, enfin, on dit dans l'algorithme, on lui donne des bases, en fait, histoire d'avoir un monde qui est structuré. Et puis, bon, on dit, bah vas-y, génère. On va lui filer en entrée un algorithme genre bruit de perlin, voilà, qui fait de l'aléatoire. Et puis, il va nous générer des trucs qui restent cohérents. Parce que par exemple, je me rappelle, c'était Elder Scrolls 2, je crois, Daggerfall. Oui, Euh, très il, est- très grand. il était créé procéduralement. Problème, dans les premières versions, quand le jeu est sorti, il arrivait qu'il y ait des donjons qui sont obligatoires pour finir l'histoire, où il y avait genre un tonneau devant la porte. Un peu embêtant. Oh ouais, ouais. Bon, ça a été corrigé ensuite, mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver avec le procédural si on n'y fait pas gaffe. Donc, alors l'IA, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter là-dedans? Bah, elle pourrait imaginer des environnements, des objets, des personnages, des scénarios. Voilà, en fonction d'algorithmes, elle pourrait, On pourrait faire en des lui jeux de donnant test aussi. des, On pourrait lui faire des jeux de test même. des jeux de... Oui, bah oui, totalement, oui. Sur du procédural, Bah, contrôlé par IA, ouais, enrichi par IA. exactement. Exactement. Et ouais, bah. Alors, euh, dans le développement de jeux à grande échelle, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui va faire gagner énormément de temps. Regarde Starfield, par exemple. Encore une fois, on va pas se faire des copains, mais au moment où il est sorti, Starfield, il nous avait promis plein de trucs. Je me rappelle, il nous avait promis des planètes où on pourrait marcher à l'infini. Et ce serait créé procéduralement, voilà. Qu'il n'y avait pas de bordure en Alors, fait. ils ont. Comment dire? Ils ont tenu certaines paroles Hmm. sur le procédural, notamment sur la création de bâtiments quand tu arrives sur une planète, parce que tu finis par reconnaître les blocs, hein, avec tel objet à tel endroit. Donc ils ont réussi certaines choses. Mais effectivement, on n'est pas sur une génération comme on pourrait voir sur No Man's Sky, par exemple. Oui. Mais même dans No Man's Sky, on voit quand même les limites parce que quand tu joues pendant très longtemps, eh bien, même s'il y a des tonnes de contenus qui ont été mis, des tonnes d'assets qui permettent de créer des choses qui se ressemblent pas trop, au bout d'un moment, tu finis par voir
Ah, En fait, tu vois je trouve, derrière la matrice. Tu vois ce que je veux je dire? trouve que No Man's Sky s'en sort mieux à ce niveau-là, hein, attention. Que Je trouve Starfield. que No Man's Sky s'en sort mieux que Starfield, Oui. car Starfield, tu as... Alors, est-ce que c'est la construction elle-même qui a fait ça en faisant un jeu avec un scénario, avec des choses par-dessus? Ou est-ce que tout simplement les gars se sont perdus en disant on va vous faire 50 000 planètes mais vous allez en visiter 20? Ça, Alors, je sais pas. moi, j'ai envie de te dire, bah, ça va peut-être fâcher les gens, mais j'ai envie de te dire qu'ils continuent à persister, à vouloir rester sur Gamebryo, leur, leur Leur moteur, moteur, ouais. qui est là depuis Morrowind, et qu'ils ont Ouais, après amélioré, ils l'ont fait hein. évoluer. Oui, Ils l'ont fait oui. évoluer. Ils l'ont amélioré, ils l'ont fait évoluer, bien sûr, mais j'ai envie de te dire que lorsque tu restes sur un moteur comme ça, eh ben, le but justement de rester sur ce genre de moteur, c'est de ne pas avoir à réinventer la roue. Et du coup, tu te retrouves avec des systèmes sous-jacents qui restent dans le temps et sur lesquels il faut continuer à bâtir. Continuer à Tu bâtir parles par-dessus. de, tu parles de construire sur des systèmes legacy. Oui, exactement. Mais pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui sont pas spécialement versés techniquement, c'est Oui, comme si... construire sur du Voilà, carton une maison en pierre, quoi. exactement. Exactement, c'est bien résumé. D'ailleurs, j'aime bien... dans la programmation, j'aime bien faire des analogies sur le BTP, parce que c'est très parlant. Ouais. Mais oui, exactement, c'est tu prends une vieille maison, et puis bah, au lieu de la raser et de construire du neuf par-dessus, et ben en fait tu reconstruis par-dessus la maison qui est déjà existante. Et Et du les coup, bassons saines, hein, ça peut le faire. Si c'est pas le cas, ça s'écroule. exactement, exactement. Et le problème, bah, c'est que dans Starfield, et ben on continue de voir les vestiges de Morrowind, d'Oblivion, de Fallout. On les voit, ils sont là. Et malheureusement, à moins de tout réécrire, ils peuvent pas faire autrement. Et, euh, et c'est le gros problème de Starfield, c'est qu'il a été fait avec Gamebryo, selon moi. Ouais, mais là aussi, peut-être que, on disait, oui, le Gamebryo, peut-être que réécrire finalement ces moteurs-là, peut-être que dans ce cas-là, oui, l'IA pourrait être intéressante. Plus que jamais, même d'ailleurs. Hmm. Parce que peut-être qu'au lieu d'avoir à embaucher du monde, bah, ils pourraient le faire avec leurs équipes, avec les équipes qu'ils ont actuellement. Oui, 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 oui. Justement, l'avantage de l'IA, justement, c'est que premièrement, c'est une grande source d'inspiration. Ça permet d'améliorer le procédural, comme on a vu, et ça permet aussi de réduire les coûts. Et alors, on voit déjà les dérives d'ici qui vont arriver avec des licenciements en masse et qui vont être remplacés par de l'IA. Alors ceux-là, je vous le dis tout de suite, ceux-là ils vont se cracher. Aussi gros qu'ils puissent être. Ça passera pas. Euh, Alors moi, j'ai tendance à faire une analogie là-dessus, hein, oui, qui vient de l'automobile. oui, Quand on nous dit que... alors attention, là aussi, je peux mettre des gens à dos, mais n'aie pas peur. prenez vraiment la conclusion, et pas vraiment l'exemple en lui-même. Celui qui nous dit que passer de toutes les voitures thermiques à l'électrique, ça va nous permettre d'économiser je ne sais pas combien de tonnes de CO2 à l'année. Sachez que, et ça sera pareil dans le développement de jeux vidéo, dans l'IA, dans le reste, on ne fait jamais une économie. En réalité, ce qui va être gagné de ce côté-là va être utilisé ailleurs. Euh, dans les coupes budgétaires, dans les choses dans le genre, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Si on liquide des développeurs à un endroit, le studio, à long terme, est probablement pas un studio qui fera des économies quand même, étant donné que cet argent va être réinvesti ailleurs.
soit sur une machine, soit sur du temps serveur, soit sur quelque chose. Donc quoi qu'il arrive, dire qu'on va faire des économies avec l'IA, c'est comme dire qu'on va faire des économies de carbone avec les voitures électriques. Ce sera juste utilisé ailleurs. Bien sûr, le problème, il est toujours déporté à chaque fois. C'est ça. On est d'accord. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne Non. chose, Ouais. mais c'est une réalité qu'on a vue partout, en fait. Oui. Oui. Donc ne prenez pas ça comme une critique de la société ou quoi que ce soit. C'est- Alors, donc, pour donc la génération de mondes procéduraux avec l'IA, bah, on a pris. Alors, moi, j'avais préparé l'exemple de No Man's Sky, mais voilà, t'en as parlé, c'est très bien. On peut aussi prendre l'exemple de Minecraft. Voilà, c'est des mondes qui sont quasiment infinis et qui sont faits à partir de blocs, de combinaisons uniques de blocs pour faire des biomes et des ressources. Et Alors, donc, oui, sur Minecraft, je crois, et c'est le cas aussi sur un mode qui a été fait sur Gran Turismo 4 récemment, le mode Spec 2, qui est sorti il y a quelques semaines. Ils ont créé de l'aléatoire dans Spec 2 avec le nom du joueur. C'est la chaîne qui va servir pour l'aléatoire. Et je crois que sur Minecraft, quand on crée un monde, on peut récupérer la chaîne qu'il va utiliser pour le mettre sur une autre machine. exactement. Est-ce que tu as vu sur les jeux FromSoft, il y en a, ils ont fait des plugins d'aléatoire pour mettre de l'aléatoire. Ce qui fait que, en Un fait, randomizer, exactement, exactement, un quelque chose qui se fait randomizer. depuis très longtemps, les randomizers. Ah ouais? J'en connaissais déjà sur Castlevania. Alors moi, j'en ai vu sur Zelda. Et Les randomizers, moi, là où je le voyais, c'est surtout qu'ils changent les objets de place c'est ça. dans les coffres. En fait, ça change des loots. Sur Pokémon aussi, tu peux avoir ça. Ouais. Et puis aussi, Mais enfin, sur Castlevania Symphony of the Night, t'en as. alors ça doit être dur quand même à faire pour être sûr de pas bloquer. Parce Oui, qu'en général, c'est la là toute la progression. difficulté. Ben oui. Parce que la progression dans un jeu, elle se fait souvent dans ces types de jeux-là, les Metroidvania, etc. Elle se fait via des objets. Et Alors, du coup, pour ne pas se retrouver bloqué, mais c'est très intéressant ce que ça fait parce que du coup, ça te force à faire le jeu dans un autre ordre que celui qui alors moi était c'était prévu à la sur Gran base. Turismo là. Hmm. Sur Gran Turismo, moi j'avais vu avec mon pseudo et celui d'un streamer, hein, il a eu des voitures randomisées qui étaient bien meilleures que les miennes, hein. C'est la surprise. C'est un peu comme quand tu joues à Binding of Isaac. La run, c'est une Moi surprise. j'aime pas trop jouer avec le randomizer malgré tout sur Spec 2 parce que tu peux te retrouver sur une course de début de jeu, la Clubman Cup par exemple, sortir un modèle spécial à plusieurs millions d'euros. Enfin, à Mhm. plusieurs millions de crédits. Et du coup, je trouve que ça peut tuer un peu l'intérêt du jeu. Ouais. C'est Où marrant. tu te tues pour tomber sur un véhicule, mais le pot de yaourt, quoi. C'est marrant parce que dans certains cas, et ben en fait, ça transforme le gameplay du jeu en roguelike. Ouais, mais sur Gran Turismo, t'as pas envie de ça, hein. Non, ah non, 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 j'imagine. Mais j'ai du mal à voir en fait l'intérêt sur Gran Turismo. C'est quoi? Mais sur le premier Baldur's Gate, et Baldur's Gate 2 aussi, t'as ça. Ah oui, mais les jeux d'aventure, je vois totalement l'intérêt. Mais alors sur un jeu de voiture, Bah, en fait, c'est qu'à la fin de tes courses, tu as une voiture qui est souvent choisie entre 3, sauf les premières courses, où là, t'es sûr du même véhicule. Mais ils peuvent te remplacer ces 3 véhicules par 3 autres. ouais. Donc ça te mélange de l'aléatoire sur de l'aléatoire. Et en fait, c'est la surprise. C'est ça. Tu peux tomber sur une Dodge Viper comme tu peux tomber sur une R5, quoi. Ou tu peux même tomber sur une Subaru qui sert pour les transports de marchandises qui fait 30 chevaux, hein. Ou une Forte T, hein, si tu veux même. Elle est dedans, donc. Ouais, ça doit être intéressant, ouais. Mm.
Et donc, ouais, bon, l'avantage donc de l'IA générative utilisée comme ça, c'est que ça permet de créer du contenu à une échelle que l'humain seul ne pourrait accomplir, tout en offrant aux joueurs des possibilités qui seraient virtuellement infinies. Plus de complexité, plus de scénarios, Exactement. de systèmes anti-blocage. Voilà. Il y en a quelques-uns qui semblent tomber sous le sens sur les défis, faire des choses cohérentes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi malgré tout dans cette intégration de l'IA, c'est que on ne peut pas se permettre de faire des choses qui soient pas standards. Si on veut à un moment utiliser de l'IA conversationnelle dans des jeux vidéo, il va falloir créer des frameworks, il va falloir faire des choses dans le genre. On pourra pas se permettre, enfin tous les studios pourront pas se permettre de mettre au point une IA. Oui. Enfin, le problème ne vient pas vraiment de la création de l'IA parce que ça, je veux dire, Non mais c'est des trucs de qui sont l'entraîner, connus. C'est des choses qui sont connues depuis très longtemps. Je l'ai dit comme j'avais dit tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'on parle des réseaux de neurones, même plus. Non, mais il Et faudra créer un standard dans leur communication, dans leurs API, dans leurs implémentations. ça, j'ai l'impression que c'est déjà en train d'être fait, hein. Dans le jeu vidéo, je sais pas. Ça commence. Là, on en est Ça au commence. balbutiement, justement. Hmm. Mais ouais, ça commence à se standardiser. Et puis, tu vois, déjà, justement, là, j'ai vu que sur l'asset store d'Unity, par exemple, il y en a qui commencent à proposer des trucs. Et donc, de créer des standards. Parce que du coup, les standards, ils se créent comme ça, hein. Hmm. C'est quand il y a des pionniers qui commencent à faire des trucs. Et puis, on se dit, ça, c'est une bonne idée. On le garde. Ça, c'est moins bien. Peut-être qu'on peut l'améliorer. Et c'est comme ça qu'on commence à créer des standards. C'est Euh, tout l'intérêt maintenant de ces stores, hein, dans le Unreal Engine et dans le Unity Store, hein. oui. Ouais, tout à fait, oui. Après, dans les limites, elles sont évidentes, hein, aussi, malheureusement, hein. Est-ce que l'IA, il faudra réussir à la doser? Quelle sera l'interaction avec le joueur? Est-ce qu'elle va être là uniquement pour de la productivité au niveau des développeurs? Bon, si un développeur lui dit crée-moi un niveau de tel truc, tel truc, tel truc, puis on va se retrouver face à des limites techniques aussi, hein, avec les différentes générations d'IA. Absolument. Alors justement, on va clôturer le sujet. Et puis, on va apporter quelques pistes de réflexion, je pense. Donc, pour récapituler un peu cette histoire, voilà, donc l'IA générative et conversationnelle, ça représente une avancée qui est majeure dans la manière dont les jeux vidéo vont être créés et joués dans les prochaines années. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça offre une plus grande liberté narrative, euh, des mondes qui sont plus immersifs. Pour les immersive sims, c'est très intéressant. Et pas que, hein. Et puis, il y a un potentiel infini pour faire des expériences personnalisées. Et ça, c'est vraiment cool. Je me demande quand même si à un moment ou à un autre, hein, si le jeu vidéo va pas devenir un bac à sable en fait. Ah bah oui, mais Un totalement, terrain hein. d'expérimentation, tout simplement. Alors, Euh, une simulation, par exemple, économique. Par exemple, imaginons, on met de l'IA dans Civilisation. On entraîne de l'IA sur Civilisation. Ou oui, toi, t'as connu aussi X3, et oui, oui. X4, Et même qui est X2, sur oui. des grands systèmes économiques, hein. Oui, Je me demande si on va pas finir par entraîner des IA sur ce genre de choses, sur du conseil, sur du trading, sur des choses dans le genre. ah, tout à fait, oui. Commencer sur le jeu vidéo, en fait, tout simplement. Ouais, Faire des proof of concept, en fait, dessus. c'est ça, c'est un terrain d'essai en fait le jeu vidéo. Ça peut être un très bon terrain d'essai, très fertile. Et, Ruiner une économie sur civilisation, c'est pas grave. Ruiner ouais, Wall Street, c'est pas la même, hein. exactement, oui, exactement. Et ouais, pour ça c'est vraiment intéressant. Moi j'invite nos collègues à se pencher là-dessus, hein. De toute façon c'est l'avenir. Si vous vous mettez pas dessus maintenant, à mon avis, vous allez pouvoir mettre la clé sous la porte dans quelques années. Alors, Après, ça reste mon avis, hein. Ça reste juste mon avis. Tu vas sûrement le nuancer,
Mais voilà. Je vais le nuancer effectivement. Moi Oui. je pars du principe qui est un peu plus, peut-être un peu plus humain en fait. Je n'aime pas beaucoup en fait ces phrases, c'est l'avenir hein, Ah, tu veux ou dire que ça je suis sera pas ça. humain, c'est ça? Non, je pars d'un concept qui est tout bête en fait, c'est que ces dernières années, on s'est retrouvé avec des gens qui ont été de plus en plus déconnectés, tout en étant surconnectés. Oui, En fait, on est surconnecté à la machine et déconnecté à l'humain. oui. Et ça entraîne beaucoup de problèmes en fait, que ce soit des problèmes psychologiques, des problèmes politiques, des problèmes culturels, même des problèmes de compréhension envers les gens, des problèmes d'expression aussi, tout simplement. Et je pense aujourd'hui que quand on nous dit en 2027, on devrait en tout cas, atteindre une nouvelle génération d'IA qui sera effectivement encore plus conversationnelle, hein, qui devrait mettre fin aux développeurs, qui devrait mettre fin aux conseillers juridiques, qui devrait mettre fin aux artistes. Aux consultants, Personnellement, pas, pas lui. Les sociétés de conseil. les sociétés de conseil, non, elles vont les vendre, hein. Mais personnellement, je pense qu'on va se retrouver face à un vrai défi, justement, face à l'IA. Et peut-être que le jeu vidéo, finalement, est un bon terrain aussi. Ça fait des années, hein, on a toujours entendu ça, toi et moi. On disait que le jeu vidéo, ça isolait les gens, que les joueurs ils étaient bizarres, que il y avait des centres même, tout simplement, pour aider les gens qui étaient addicts aux jeux vidéo. Oui. Je pense que le jeu vidéo peut être effectivement une expérience là-dessus, sur ce côté social. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut être nocif? Qu'est-ce qui peut être bienveillant? Qu'est-ce qui peut être une bonne chose? Donc là-dessus, pour moi, cette idée du 2027, 30% des emplois qui vont sauter, non, j'y crois pas. Par contre, 30% des emplois qui vont changer, qui vont se transformer, ça, c'est possible. Et encore 30%, ça dépend. Hmm. Oui. Mais je ne crois pas que. Je crois justement, je pense qu'il va falloir faire attention et que l'un des grands défis, qui va être celui de l'IA notamment, hein, mais pas que, ça va être justement de savoir vivre avec. On sait que nous, il nous a fallu des années en disant attention, sur Internet, tout n'est pas vrai. Oui, mais j'ai regardé sur Wikipédia. Oui, mais Wikipédia, c'est un site communautaire. Alors effectivement, il y a des choses qui sont validées, qui sont. Aujourd'hui, on a même des bandeaux en disant attention, on n'est pas trop sûr, il n'y a pas beaucoup de sources, ou ça peut être manipulé, il peut y avoir de la fake news dedans. Ils sont très prudents, Wikipédia là-dessus. Mais il a fallu des années avant que on ait ce constat en disant que attention, Internet n'est pas forcément quelque chose de fiable. Et je pense que on va avoir ce cas-là avec les IA aussi, en fait. Et Aussi puis, perfectionnées soient-elles. j'ai envie de te dire, même BFM TV, c'est pas fiable. Mais Voilà. là, c'est pas qu'une question d'humain, là. C'est pas une question que cognitive, c'est pas une question. Il y a aussi probablement une orientation Oui, de la rédaction, tout simplement. évidemment. Évidemment, oui. Mais ça, dès qu'on traite des sujets, dès qu'on choisit un sujet, on en élude d'autres, hein, comme nous Exactement. ici. Bah oui, 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 oui. Le fait de choisir les sujets sur lesquels on va parler, de les sélectionner, bah déjà, c'est une orientation. Voilà, on est En tout cas, d'accord. je pense que. Et là, c'est très marrant ce que je vais dire, hein, mais j'avais posé la question justement il y a quelques semaines à ChatGPT sur quels seraient les défis de l'IA. Et effectivement, dans ces sujets-là, il y avait la notion de reconnexion à l'humain. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très important. Et c'est pour ça que je préférerais voir l'IA comme un outil de productivité, comme tu l'as dit, comme un marteau, comme un tournevis, Oui, plutôt qu'un outil de remplacement. non, Parce que si on commence à remplacer l'humain, qu'est-ce qui nous reste? mais on va pas le remplacer. On va pas le remplacer. Voilà, faut arrêter de regarder Terminator, les gens. J'en étais pas forcément là, mais Ouais, non, mais même, enfin, je veux
dire, voilà. Moi j'étais plutôt à Là, Wally, avec les gens qui font plus rien. oui, bah, oui, et puis la perte des savoirs, comme on a dit. C'est ça, Voilà, c'est ça. mais oui, effectivement, ça c'est déjà plus un futur probable. Mais tu vois, souvent quand je parle d'IA avec les gens qui m'entourent et qui sont pas dans le. Et qui sont Dans le pas. conspirationnisme. Non, non, mais même, tu vois, les premières craintes qui viennent des gens lambda, ben, c'est justement Terminator. C'est. Ah ben je dis mais attendez les gens, on va pas foutre des armes nucléaires dans les mains d'une IA. Faudrait vraiment être Alors, con. C'est- attention, on met pas une arme nucléaire dans les mains de l'IA, mais on commence à utiliser les IA en trading, hein. Donc c'est pas le doigt sur le bouton, mais c'est pas loin, hein. Ouais. Non mais le problème du trading, c'est que tu sais aussi bien que moi que c'est peuplé de gens qui sont très peu scrupuleux en général. Le problème, c'est que quand tu commences à utiliser les IA potentiellement dans du trading, dans des choses effectivement peu scrupuleuses, tu crées des déséquilibres entre les gens. Qui dit créer des déséquilibres dit créer des tensions. Et qui dit créer des tensions peut créer des conflits plus ou moins graves. C'est pour ça que je parle de demi-doigt sur le bouton potentiellement. Oui, C'est pas l'IA qui va appuyer dessus, mais elle peut créer le concept et le contexte. absolument. Et ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là. Donc à voir. À voir.